Europe 1. Il est 6h45, Maxime Switek. Le kiosque d'Europe 1, toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international, Eva Rock devant sa télé. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Maxime. Et c'est donc avec la presse nationale que l'on ouvre ce kiosque. Comment ne pas les voir? Comment ne pas voir ce matin ces policiers britanniques casqués, armés, harnachés? Ils sont en file indienne, descendant d'un escalator en une de Libération. Ils marchent en rang serré dans une rue de Londres après l'attentat de samedi. Ça, c'est en première page du Figaro. Ne jamais s'habituer, c'est le titre de l'édito du Figaro. Je cite la première phrase de Paul-Henri Dulembert. Les guerres longues portent en elles quelque chose de redoutable qui s'appelle la force de l'habitude. Londres en résistance, répond Libération, qui fait remarquer dès sa une que les élections législatives de jeudi sont maintenues. Et Alexandra Schwarzbrod dit ceci dans son éditorial: on sait que les djihadistes ont pour mission de ruiner tout ce qui s'apparente à un processus démocratique. Le Parisien consacre sa une non pas à l'attentat de samedi soir, mais à ses révélations sur les ordonnances de Macron. Le journal dévoile les documents de travail préparatoires aux futures ordonnances sur le marché du travail. On savait que le président Macron avait 3 réformes en tête: donner plus de place aux accords d'entreprise, plafonner les indemnités au prud'homme et fusionner les instances qui représentent le personnel au sein des entreprises. Oui, mais voilà, le Parisien explique qu'en réalité, ce sont non pas 3, mais 8 réformes d'envergure qui sont prévues. Réforme des règles qui entourent CDI et CDD, règles concernant la durée du travail et notamment le travail de nuit, améliorer la formation des délégués syndicaux. Les 8 points clés du projet Macron sont donc à lire ce matin dans Le Parisien. Beaucoup de sport également dans vos journaux, du tennis notamment avec Mladenovic qui enflamme ses fans, dit l'équipe, après sa qualification pour les quarts de finale de Roland-Garros. Et alors je vous invite à lire aujourd'hui l'interview de l'ancien champion iranien Mansour Bahrami, 61 ans, et qui se souvient notamment dans cette interview dans l'équipe d'un double dans les années 80, tournoi de Tokyo, après une nuit en boîte de nuit terminée à 9h du matin. Je vous donne la fiche du match. Borg-Lecomte contre Bahrami-Gomez, 12 000 spectateurs. Bahrami raconte que seul Gomez n'était pas bourré, c'est le mot qu'il emploie. Sur le premier point, Borg a servi, j'ai vu 2 balles arriver. J'ai tapé la bonne. L'interview est à mourir de rire. Vraiment, elle est à lire ce matin dans l'équipe. Elle est géniale. Et puis il y a du rugby évidemment en une du journal, en une de l'équipe. Clermont, patron après sa victoire en finale du top 14. Mais ça, Marion Calais, il en est aussi question dans la presse régionale. Oui, 2 journaux, 2 ambiances ce matin. Que c'est bon, s'exclame la montagne après le titre de Clermont avec un Aurélien Rougerie tout sourire à la une. Quand Mathieu Bastaro retient ses larmes dans Var Matin, c'est le retour sur terre pour le quotidien de Toulon. Et c'est rude. Un nouvel outil dans la lutte contre les comportements dangereux sur les routes. En Aquitaine, les PV tombent du ciel, écrit Sud-Ouest. Expérimentation par la CRS autoroutière de drones pour verbaliser les dépassements dangereux. Des drones? Et le non-respect des distances de sécurité. Ouais, des drones après les radars. Nouvel outil anti-chauffard. Et puis un anniversaire dans la presse de la Manche, le 73e, celui du débarquement. Immense succès hier, assure la presse de la Manche, avec les parachutages en Normandie et la parade d'anciens véhicules à Sainte-Mère-Église. L'histoire du jour, Marion, c'est celle des temps de contrôle à l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon. Oui, des temps de contrôle qui s'envolent sur le Progrès, à tel point que le mois dernier, en moins d'une semaine, plusieurs dizaines de passagers ont raté leur avion. 18 mai d'abord. Un vol Vueling à destination de Barcelone quitte Lyon, laissant 30 à 50 de ses voyageurs à l'aéroport. L'avion est parti sans eux. L'avion est parti sans eux. Rebelote la semaine suivante, week-end de l'Ascension. 74 passagers de la même compagnie restent cloués au sol. Des passagers qui pointent des dysfonctionnements au sein de la compagnie, mais surtout au niveau des contrôles pour les bagages cabines et pour les papiers d'identité. En 1h40, dit une de ces voyageurs abandonnés, nous n'avons même pas pu atteindre la fouille. La préfecture, qui avait renforcé les effectifs pour le week-end de l'Ascension, évoque un mauvais concours de circonstances. L'aéroport reconnaît que dans le transport aérien, un retard peut impacter toute la chaîne. En attendant, Fanny, à qui l'on avait assuré en plus dans la file d'attente que les avions attendraient, a raté son week-end avec ses copines sur les Ramblas, sans certitude aujourd'hui d'être remboursée. Et voilà qui est donc à lire ce matin à la une du Progrès. Merci Marion Calais. Sophie Larmoyer, vendredi en Irlande, le parti de centre-droit Fine Gael a choisi celui qui sera le prochain Premier ministre irlandais. Alors son profil a intéressé les médias bien au-delà du pays ce week-end. La presse internationale a souligné la victoire de celui qui s'appelle donc Leo Varadkar. Absolument, et c'est l'homme de toutes les premières fois, Leo Varadkar. On peut les passer en revue en regardant
regardant les titres de certains journaux. Le Financial Times, Leo Varadkar va devenir le plus jeune Premier ministre d'Irlande. Ce médecin de formation a 38 ans, élu au Parlement pour la première fois il y a 10 ans. Deuxième particularité, soulignée par le quotidien Times of India, les origines indiennes du prochain Premier ministre. Son père, médecin venu de Bombay, travaillait dans un hôpital irlandais dans sa jeunesse. C'est là qu'il a rencontré sa mère qui était infirmière. Et c'est donc la première fois que le chef du gouvernement sera issu d'une minorité ethnique. Enfin, titre du journal britannique The Independent, l'Irlande s'apprête à installer le Premier ministre ouvertement gay. Leo Varadkar a rendu public son homosexualité il y a 2 ans, juste avant le référendum sur le mariage pour tous en Irlande. Et voilà, pour la première fois, jeune, métis et gay. Et là, forcément, on se dit qu'un Premier ministre gay dans la très catholique Irlande, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Le Hindustan Times rappelle que l'Irlande n'a dépénalisé l'homosexualité qu'en 1993. Autorisé le divorce en 96 seulement, et que la loi sur l'avortement est parmi les plus dures en Europe. D'ailleurs, Varadkar a dit qu'il proposerait de l'assouplir. Mais finalement, on remarque que les médias irlandais et son parti, le Fine Gael, n'ont pas du tout évoqué l'homosexualité du futur Premier ministre. Ça n'était pas un sujet. Exactement. Et les groupes militants LGBT s'en sont félicités d'ailleurs. C'est le signe que l'Irlande a changé et que les gays sont perçus comme des personnes incroyablement ordinaires. The Irish Times remarque tout de même que le fait que Varadkar, un jeune actif urbain, est attendu d'avoir 35 ans pour dire ouvertement son homosexualité, révèle chez lui un conservatisme bien ancré. Et globalement, en Irlande, on s'est plutôt intéressé à ses idées. Varadkar s'est présenté comme le champion de ceux qui se lèvent tôt, gagnant le surnom de candidat thatchérien. Et j'aime bien l'expression incroyablement ordinaire. Ouais. Merci beaucoup Sophie Larmoyer. À la télé ce soir avec vous Eva Rock. Un film ce soir sur M6, 21h. Je sais que vous l'aimez beaucoup. J'adore ce film. Papa comédie ou maman. Exactement, comédie délirante qui est sortie en 2015. Alors c'est l'histoire de la famille Leroy, un père, une mère, 3 enfants, mais ça commence pas très bien. Donc, on vous a réunis ce soir pour vous annoncer... On divorce. Pardon? On divorce. Mais qui ça, on? Bah lui, enfin moi, elle, moi, nous, ton père, ta mère. C'est une blague. Reste la question épineuse de qui va garder les enfants à leur réunion devant Madame le juge. Qui part alors? Moi. Et qui veut la garde des enfants? Lui. Je comprends pas. Soit vous vous mettez d'accord sur vos désaccords, soit ça sera aux enfants de décider. Et oui, parce que c'est là que ça se corse en fait. Papa et maman ont des ambitions professionnelles et hors de question de gérer leurs rejetons. Alors ils vont inventer n'importe quoi pour convaincre les enfants d'aller vivre chez l'autre. Maman, elle m'a dit hier qu'à ma place, elle irait vivre avec toi, papa. T'as dit ça? Papa, il m'a dit que si on n'allait pas vivre avec toi, t'allais te suicider. T'as dit ça? C'est ça que tu veux? Tu veux la guerre? Non, apparemment c'est toi qui veux la guerre. Ah, moi je veux la guerre. Ah, tu veux la guerre? Ah oui, je veux la guerre. Donc tu veux la guerre. Absolument. Et quand je vous dis qu'ils sont prêts à n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, c'est vraiment un jeu de massacre. Elle m'a dit que tu l'avais emmené dans un bar à pute. Un bar à striptease, faut pas exagérer non plus. T'as cassé le bras de ton fils aîné. Ouais, bah toi t'as brisé le cœur de ta fille. On va aller jusqu'où comme ça? Je sais pas, ça dépend de ton degré de motivation. Je vais gagner, Vincent. C'est totalement immoral, totalement irrévérencieux, mais c'est hilarant. Alors on en arrive parfois à être gêné tant ses parents deviennent fous dans leur entreprise de démolition. Mais il n'empêche que quand même, sous couvert de comédie, c'est bien les petits travers de la vie conjugale qui sont dénoncés. Et avec dans le rôle du couple, Marina Foïs et Laurent Lafitte qui excellent tous les deux. De quoi passer une très bonne soirée devant la télé, alors en famille ou pas. Ça dépend. On verra ce soir invité, en tout cas. Voilà, Papa ou maman, M6, 21h. Merci Eva Rock et merci à toutes les trois. C'était le kiosque sur Europe 1.